Je me remettais de ma césarienne quand mon mari m'a quitté pour sa maîtresse, nous traitant de fardeau. 25 ans plus tard, il réapparaît soudain pour exiger de voir son fils. Mais en apprenant qui est mon fils, il a pâli. Le jour où mon mariage a pris fin aurait dû être l'un des jours les plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, ce fut le jour où j'ai découvert qui était vraiment mon mari. Je m'appelle Claire Dubois, et il y a 25 ans, j'étais allongé dans un lit d'hôpital à Marseille, essayant de me remettre d'une césarienne d'urgence après 32 heures de travail épuisante. La chambre sentait le désinfectant et le café rassis. Des machines émettaient de doux bips autour de moi, et chaque mouvement me faisait ressentir une douleur aiguë dans l'abdomen. Je me souviens avoir fixé le petit berceau à côté de mon lit et m'être senti complètement dépassé. Mon fils, Louis, pesait à peine 2,7 kg. Il était parfait. J'étais terrifié. Comme la plupart des jeunes mères, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais épuisé, émotive et inquiète de tout. Mangeait-il assez? Respirait-il normalement? Le tenais-je correctement? Mais chaque fois que ces peurs surgissaient, je me rappelais que je n'étais pas seul. J'avais un mari. Du moins, je le croyais. Jean-Luc Dubois et moi étions mariés depuis 4 ans. Il travaillait dans la gestion logistique pour une entreprise de transport régional et je gérais les opérations administratives pour un bureau d'assurance local. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas glamour. Mais je croyais que nous étions heureux. Ou peut-être ne croyais-je que ce que je voulais croire. Avec le recul, les signes étaient là depuis des mois. Les nuits tardives, les voyages d'affaires inexpliqués, les mots de passe soudains sur son téléphone, la distance émotionnelle croissante. À l'époque, j'ai mis cela sur le compte du stress de la grossesse. Je me disais que chaque mariage traversait des périodes difficiles. Je continuais à trouver des excuses parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. 3 jours après la naissance de Louis, Jean-Luc est enfin arrivé à l'hôpital. Il n'apportait ni fleurs, ni ballons, ni cadeaux. Je me souviens m'être senti déçu, mais j'ai repoussé ce sentiment. Peut-être était-il fatigué. Peut-être le travail était-il accablant. Peut-être. Le mot peut-être m'a longtemps épargné de la réalité. Il est resté à côté de mon lit moins de 5 minutes. Il a à peine regardé Louis. Quand j'ai placé notre fils dans ses bras, Jean-Luc l'a tenu maladroitement, presque comme s'il portait l'enfant de quelqu'un d'autre. Puis il me l'a rendu. Il est plus petit que je ne l'imaginais, a-t-il dit. J'ai ri nerveusement. La plupart des nouveau-nés le sont. Jean-Luc n'a pas souri. Cela aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, je me suis convaincu qu'il était simplement nerveux à l'idée de devenir père. Une semaine plus tard, j'ai été autorisé à rentrer. Ma mère m'a ramené à la maison parce que Jean-Luc prétendait avoir une réunion importante. Pendant tout le trajet, ma mère n'a cessé de me regarder. Finalement, elle a demandé, « Ma chérie, tout va bien entre vous deux ?» J'ai regardé par la fenêtre passager. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que ton mari avait l'air d'un homme allant chez le dentiste, pas d'un père rencontrant son nouveau-né. J'ai forcé un rire. Tu imagines des choses. Elle n'imaginait rien. Les mères le font rarement. 3 jours plus tard, Jean-Luc est rentré avec une mallette en cuir. J'étais assise sur le canapé, nourrissant Louis. La télévision jouait doucement en arrière-plan, et la lumière du soleil de l'après-midi inondait les fenêtres du salon. Cela ressemblait à un jour ordinaire. Le genre de jour que les gens oublient. Le genre de jour qui change tout. Jean-Luc ne s'est pas assis. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas posé de questions sur Louis. Au lieu de cela, il a ouvert la mallette et a sorti une pile de papiers. Puis il les a posés sur la table basse. J'ai immédiatement reconnu l'entête, requête en dissolution de mariage. Pendant plusieurs secondes, j'ai sincèrement cru halluciner. Médicaments contre la douleur, manque de sommeil, hormones. Toute explication semblait plus raisonnable que la vérité assise devant moi. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Jean-Luc a expiré lentement. Un homme se préparant à un inconvénient, pas un mari brisant le cœur de sa femme. C'est une demande de divorce. Je l'ai fixé. Puis j'ai fixé les papiers. Puis de nouveau lui. Non. Le mot s'est échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Non.
Son expression n'a jamais changé. Claire, nous savons tous les deux que ça ne marche pas. Mes mains ont commencé à trembler. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il a frotté son front. Notre mariage. J'ai regardé Louis, dormant paisiblement contre ma poitrine. Nous venons d'avoir un bébé. Exactement. J'ai senti quelque chose de froid se répandre dans mon corps. Le genre de froid qui vient de la peur plutôt que de la température. Puis il a prononcé les mots qui ont brisé ce qui restait de mes illusions, il y a quelqu'un d'autre. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même la télévision semblait disparaître. Je me souviens n'avoir entendu que mon propre rythme cardiaque. Fort, rapide, incroyable. Quelqu'un d'autre. Jean-Luc a hoché la tête. Nous nous voyons depuis près d'un an. Un an. Pendant que j'étais enceinte, pendant que j'aménageais la chambre de bébé, pendant que j'allais seul aux rendez-vous médicaux parce qu'il était censé travailler tard. Un an. La trahison m'a frappé si fort que j'ai eu du mal à respirer. Qui est-elle? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Jean-Luc a détourné le regard. Elle s'appelle Sylvie. J'avais déjà entendu ce nom. Une consultante avec qui son entreprise travaillait, une femme qu'il m'avait assuré à plusieurs reprises n'être qu'une collègue. Bien sûr, c'était toujours la collègue. J'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de film dramatique, pas des cris, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage parce que la vérité faisait trop mal. Et Louis? La mâchoire de Jean-Luc s'est serrée. Pour la première fois, une véritable irritation est apparue sur son visage. Et puis est venue la phrase qui est restée avec moi pendant les 25 années suivantes, « Toi et ce bébé, vous n'êtes qu'un fardeau pour moi. » Les mots ont atterri comme un coup physique. Je me suis senti mal. Pas en colère. Pas encore. Juste dévasté. J'ai regardé mon fils. De petits doigts, un petit visage, un petit battement de cœur. Comment quelqu'un pouvait-il le regarder et voir un fardeau? Comment un père pouvait-il regarder son propre enfant et voir un problème? Jean-Luc a continué à parler. Quelque chose sur la liberté. Quelque chose sur les opportunités. Quelque chose sur le désir d'une vie différente. La plupart de ces paroles se sont brouillées parce qu'une fois que quelqu'un vous dit que votre enfant est un fardeau, rien d'autre de ce qu'il dit n'a d'importance. Finalement, il est parti. Je suis restée assise là pendant des heures, mon nouveau-né dormant dans mes bras. Mon mariage en 1000 morceaux sur la table basse. Dehors, la vie continuait normalement. Des voitures passaient. Des voisins promenaient des chiens. Des enfants faisaient du vélo. Le monde ne s'est pas arrêté simplement parce que le mien s'était effondré. Un mois plus tard, le divorce était prononcé. Jean-Luc a déménagé 2 mois après. Il a quitté le pays avec Sylvie après avoir accepté un poste à Singapour. Il n'a jamais appelé, il n'a jamais écrit, il n'a jamais envoyé de carte d'anniversaire et il n'a jamais versé un seul euro de pension alimentaire. La première nuit après avoir appris qu'il avait officiellement quitté la France, je me suis assise dans la petite chambre de bébé, à côté du berceau de Louis. La pièce était sombre, à l'exception d'une veilleuse en forme de lune. J'ai regardé mon fils dormir paisiblement. Puis j'ai chuchoté quelque chose que je répéterai d'innombrables fois au fil des ans, un jour, tu comprendras que ce n'était pas ta faute. Ma voix tremblait. Et un jour, tu sauras que tu n'as jamais été un fardeau. À l'époque, je n'avais aucune idée à quel point notre parcours allait devenir difficile. Je n'avais pas non plus idée que le petit bébé endormi dans ce berceau deviendrait un jour l'homme capable de mettre son père à genoux sans jamais élever la voix. La première année après le départ de Jean-Luc ressemblait moins à vivre qu'à survivre. Les gens parlent souvent de la monoparentalité comme d'un défi qui peut être surmonté avec de la détermination et de l'amour. Ce qu'ils ne mentionnent pas toujours, c'est l'épuisement incessant, celui qui s'installe dans vos os et fait partie de votre identité. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Chaque soir, je m'endormais en m'inquiétant de l'argent. Et chaque jour, je me rappelais que Louis méritait mieux que les circonstances dans lesquelles il était né. Quand Louis a eu 6 mois, je suis retourné travailler au bureau d'assurance. Les coûts de garde d'enfants m'ont presque écrasé. Après les impôts et les frais de garde, j'avais parfois l'impression de travailler simplement pour continuer à travailler. Je me souviens m'être tenu dans un supermarché un soir,
une calculatrice à la main, décidant quels articles pouvaient retourner sur l'étagère. Fruits frais ou couches, poulet ou essence. Chaque euro comptait. Un après-midi, ma superviseuse, Sophie, m'a appelé dans son bureau. J'ai immédiatement supposé que j'avais fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle a fermé la porte et m'a tendu une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Un bonus de Noël. »« On est en octobre » a-t-elle souri. « Je sais. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Pas une somme énorme, mais assez pour couvrir la garde d'enfants pendant presque un mois. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Sophie, elle a levé la main. « Ne dis rien. » Puis elle a ajouté doucement, « Parfois, les gens ont besoin d'aide. » C'est tout. Je n'ai jamais oublié cela. Parce que lorsque vous êtes en difficulté, la gentillesse semble énorme, surtout quand elle vient de personnes qui ne vous doivent rien. Quand Louis a eu 4 ans, nous avions trouvé notre rythme. Ce n'était pas facile, mais c'était le nôtre. Nous vivions dans un modeste appartement de 2 pièces dans l'ouest de Marseille. Le tapis était vieux. La cuisine était minuscule. Le climatiseur faisait des bruits étranges chaque été. Mais c'était chez nous. Louis adorait cet appartement. Pour lui, il n'était pas petit. C'était là que nous construisions des cabanes en couverture dans le salon. Où nous faisions des crêpes le samedi matin. Où nous dansions sur de vieilles musiques en faisant le ménage. Les enfants mesurent la richesse différemment des adultes. Ils comptent les rires au lieu des mètres carrés. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, Louis a levé les yeux de la table de la cuisine. Il coloriait des dinosaures. Des dinosaures très sérieux, le genre que seul un enfant de 4 ans pouvait créer. Maman. Oui, mon chéri. Où est mon papa? La question m'a glacé. Je savais qu'elle viendrait un jour. Je n'étais juste pas préparé à la douleur qu'elle provoquerait. J'ai séché mes mains lentement, puis je me suis assise à côté de lui. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Il a haussé les épaules. Le papa de Théo est venu à l'école aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Et moi, je n'en ai pas. L'innocence dans sa voix m'a presque brisé le cœur. J'aurais pu lui dire la vérité. J'aurais pu lui dire que son père l'avait abandonné. J'aurais pu décrire la trahison, l'aventure, la cruauté, l'égoïsme. Mais Louis n'avait pas besoin de ma colère. Il avait besoin de stabilité. Alors, j'ai choisi mes mots avec soin. Tu as un père. Où est-il? J'ai hésité, puis j'ai répondu honnêtement. Il a fait des choix différents. Louis a réfléchi à cela, puis a demandé, j'ai fait quelque chose de mal? La question m'a frappé plus fort que n'importe quelle difficulté financière. Je l'ai immédiatement pris sur mes genoux. Non, ai-je dit fermement. Non, Louis. Ne pense jamais ça. Alors pourquoi est-il parti? J'ai embrassé le sommet de sa tête, parce que parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions. Il a semblé satisfait de cette réponse, du moins pour le moment. Les enfants sont remarquables à cet égard. Ils n'ont pas toujours besoin d'explications complètes. Ils ont simplement besoin d'être rassurés qu'ils sont aimés. Au fur et à mesure que Louis grandissait, certains traits ont commencé à émerger. Des traits qui ont surpris tout le monde, y compris moi. Il était incroyablement discipliné. Non pas parce que je l'y forçais, mais parce qu'il le voulait sincèrement. Au collège, il avait développé des habitudes que la plupart des adultes avaient du mal à maintenir. Devoir terminer tôt, emploi du temps organisé, objectifs écrits, ses professeurs louaient constamment sa concentration. Un enseignant a même plaisanté lors d'une réunion parents-professeurs, « J'aimerais que la moitié de mes élèves soient aussi motivés que Louis. » J'ai souri poliment, mais en privé, je me demandais d'où venait cette détermination. Certainement pas de Jean-Luc. Puis un soir, quand Louis avait 13 ans, j'ai eu ma réponse. Je me suis réveillé vers minuit et j'ai trouvé la lumière de sa chambre toujours allumée. J'ai frappé doucement. Louis. Il a levé les yeux de son bureau. Des livres étaient éparpillés partout. Que fais-tu? J'étudie. Il est minuit. Il a haussé les épaules. Je sais. Je me suis assise au bord du lit.
Tu n'as pas besoin de travailler aussi dur. Pendant un instant, il a fixé son cahier. Puis il a dit quelque chose qui m'a stupéfié. Si. Pourquoi? Sa voix est devenue plus calme. Parce que personne ne viendra nous sauver. J'ai senti des larmes monter immédiatement. Louis. Il a détourné le regard. Je sais que nous avons des difficultés, maman. Je ne savais pas quoi dire. J'avais passé des années à essayer de le protéger de notre réalité financière. Apparemment, je n'avais pas été aussi efficace que je le pensais. Je vois les factures, a-t-il continué. Je te vois travailler tout le temps. J'ai dégluti. Tu ne devrais pas avoir à t'en soucier. Peut-être pas, a-t-il marqué une pause. Mais je m'en soucie. Puis il m'a regardé directement. Et un jour, je ne te laisserai plus t'inquiéter. À 13 ans, mon fils avait déjà décidé qui il voulait devenir. Non pas parce qu'il voulait de l'argent, non pas parce qu'il voulait un statut, mais parce qu'il voulait la sécurité. Pour nous deux. Quand Louis a eu 16 ans, un autre tournant est arrivé. Un après-midi, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine. Plusieurs documents étaient étalés devant lui. L'expression sur son visage m'a immédiatement alarmé. Louis. Il a levé les yeux lentement. Qu'est-ce que la pension alimentaire? Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement reconnu les papiers. De vieux dossiers juridiques, des dossiers judiciaires, des documents que je pensais cachés, des documents que je pensais qu'il ne verrait jamais. Je me suis assise avec précaution. Où as-tu trouvé ça? Dans le classeur. J'ai fermé les yeux un instant. Bien sûr. Le seul classeur que je ne m'attendais jamais à ce qu'il ouvre. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a parlé. Puis Louis a tapé sur un document. Il n'a jamais payé. La déception dans sa voix m'a fait plus de mal que la colère n'aurait pu le faire. J'ai hoché la tête. Non, pas une seule fois. Non. Le silence a rempli la pièce. Finalement, Louis s'est penché en arrière sur sa chaise. Il ne voulait vraiment pas de nous. La déclaration n'était pas émotionnelle. Elle était observationnelle. Comme s'il assemblait enfin les pièces d'un puzzle, j'ai tendu la main sur la table. Ce n'est pas vrai. Il m'a regardé. Alors pourquoi n'est-il pas revenu? Je n'avais pas de réponse. Du moins, pas une qui guérirait quoi que ce soit. Alors j'ai dit la vérité. Je ne sais pas. Pour la première fois, une véritable douleur est apparue sur son visage. Non pas parce que Jean-Luc lui manquait. Mais parce qu'il a réalisé qu'il n'avait jamais compté pour lui. Cette prise de conscience change une personne. Parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. Heureusement, Louis a choisi la deuxième voie. Au lieu de devenir amer, il est devenu déterminé. Au lieu de chercher l'approbation, il s'est concentré sur la réussite. Au lieu d'être obsédé par le père qui était parti, il a investi dans l'avenir qu'il pouvait créer. Au cours de sa dernière année de lycée, il a obtenu son diplôme parmi les meilleurs de sa classe. Plusieurs universités lui ont proposé une admission. Plusieurs incluaient des bourses. Le jour où la lettre d'acceptation d'un programme d'études commerciales très respecté est arrivée, Louis est entré dans la cuisine tenant l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Les miennes aussi. Nous l'avons ouverte ensemble. Puis nous avons tous les deux commencé à pleurer parce que pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plus grand que nos luttes. Quelques semaines plus tard, j'étais assise dans le public lors de sa cérémonie de remise des diplômes. Alors que Louis traversait la scène pour recevoir son diplôme, tout le monde s'est levé et a applaudi. J'ai applaudi jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Non pas parce que mon fils obtenait son diplôme, mais parce que je me souvenais du nouveau-né que son père avait appelé un fardeau. Et maintenant, ce même enfant marchait avec confiance vers un avenir que personne ne pouvait lui enlever. Je ne savais pas exactement où la vie allait le mener ensuite. Mais je savais une chose, Jean-Luc Dubois avait abandonné la plus grande chose qu'il n'aurait jamais eue. Et un jour, qu'il le réalise ou non, cette décision allait lui coûter plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Le jour où j'ai déposé Louis à l'université, j'ai pleuré tout le chemin du retour. Non pas parce que j'étais inquiète pour lui. Bien au contraire. Pour la première fois de sa vie, je ne m'inquiétais pas du tout.
en le regardant transporter des cartons dans son dortoir, se présentant avec confiance à des étrangers qui deviendraient bientôt des amis, j'ai réalisé quelque chose d'important, mon fils n'avait plus besoin de moi comme avant. Et bien que cette prise de conscience m'ait un peu blessé, elle a aussi eu l'air d'une victoire. Pendant 20 ans, chaque décision majeure que j'avais prise avait tourné autour de sa protection. Maintenant, il s'engageait dans un avenir qu'il avait entièrement mérité seul. Je n'aurais pas pu être plus fier. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que l'université ne façonnerait pas seulement l'avenir de Louis. Elle révélerait qui il était vraiment. Dès le début, il a abordé l'université différemment de la plupart des étudiants. Alors que de nombreux étudiants de première année passaient leur week-end à faire la fête, Louis les passait à réseauter. Alors que d'autres se concentraient exclusivement sur les notes, il se concentrait sur la résolution de problèmes. Au cours de son premier semestre, il m'appelait presque tous les dimanches. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent, non pas parce qu'il avait le mal du pays, mais parce qu'il voulait me parler d'idées. Toujours des idées. Un week-end, il a appelé avec enthousiasme, « Ah, maman, as-tu déjà remarqué à quel point les entreprises de transport sont inefficaces ?» J'ai ri. C'est ta phrase d'accroche. Je suis sérieux. La plupart des étudiants appellent chez eux pour demander des conseils sur la lessive. Eh bien, j'ai une théorie. Je me suis installé sur mon canapé. Je t'écoute. Pendant 40 minutes, Louis m'a expliqué les chaînes d'approvisionnement, la logistique, les logiciels, l'optimisation des itinéraires et la gestion des stocks. La plupart de ces informations me dépassaient. Mais son enthousiasme, non. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de vivant, la même détermination que j'avais vue quand il avait 13 ans, étudiant après minuit. Seulement maintenant, elle avait une direction. Dès sa deuxième année, il avait réuni un petit groupe d'étudiants qui partageaient ses intérêts. 3 jeunes hommes et une jeune femme. Des origines différentes, des personnalités différentes, un trait commun, ils étaient ambitieux. Très ambitieux. Chaque fois que Louis rentrait à la maison pour les vacances, leur nom apparaissait constamment dans la conversation, Romain, Marc, Amara, David. Ce n'étaient pas seulement des amis. Ils construisaient quelque chose ensemble. Du moins, ils l'espéraient. L'été avant sa dernière année, Louis était assis en face de moi à notre table de cuisine. La même table où il avait un jour découvert les dossiers de pension alimentaire. La même table où nous avions partagé d'innombrables repas. Cette fois, il avait l'air nerveux, ce qui m'a immédiatement inquiété. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Rien. »« Alors pourquoi as-tu l'air d'être sur le point d'avouer un crime ?» Il a ri, puis a pris une profonde inspiration. « Nous montons une entreprise. » J'ai cligné des yeux. « Une vraie entreprise. » « Une vraie entreprise. Pendant que tu es encore à l'université ?» Il a hoché la tête. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, puis j'ai posé la question évidente, « Avec quel argent ?» Il a souri. « Nous y travaillons. » J'aurais dû être inquiète, peut-être même sceptique. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement calme parce que Louis n'était pas impulsif. Jamais. S'il croyait assez fort en quelque chose pour prendre un risque, il y avait probablement une raison. « Que fait l'entreprise ?» ai-je demandé. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. C'était toujours bon signe. Pendant l'heure suivante, il a expliqué une plateforme logicielle conçue pour aider les petites entreprises de logistique à rivaliser avec les grandes corporations. La technologie améliorerait la planification des itinéraires, la prévision des stocks et l'efficacité des livraisons. Encore une fois, une grande partie du langage technique m'a échappé, mais une chose était claire, il savait exactement de quoi il parlait. Quand il a finalement terminé, j'ai souri. « Alors, de quoi as-tu besoin de ma part ?» Il a eu l'air surpris. « Tu crois que je peux faire ça ?» J'ai ri. « Louis, après tout ce que je t'ai vu accomplir, ce serait ridicule de ne pas le croire. » Pendant un instant, son expression s'est adoucie. Puis il a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Ce petit geste signifiait plus qu'il ne le réalisait probablement parce que malgré toute sa confiance, une partie de lui avait encore besoin d'être rassurée, comme tout le monde. La start-up a été lancée 6 mois après l'obtention de son diplôme. La première année a été brutale. Il existe un mythe en France selon lequel les entrepreneurs prospères passent en douceur de l'idée à la fortune.
La réalité est beaucoup plus désordonnée. Louis et ses partenaires travaillaient des heures ridicules. Les semaines de 80 heures sont devenues normales. Les investisseurs les rejetaient. Les clients potentiels les ignoraient. Les flux de trésorerie restaient dangereusement serrés. Plusieurs fois, j'ai craint que toute l'entreprise ne s'effondre. Un soir, Louis est passé chez moi à l'improviste. Il avait l'air épuisé. Le genre d'épuisement qui vient de porter des responsabilités trop longtemps. J'ai fait du café. Il s'est assis à la table de la cuisine. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs minutes. Finalement, il a soupiré. Nous pourrions manquer d'argent dans 3 mois. Je me suis assise en face de lui. C'est grave à quel point? Plutôt grave. Le silence qui a suivi était pesant. Puis Louis a ri inopinément. Non pas parce que quelque chose était drôle. Parce que parfois, les gens rient quand ils ont peur. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Je pense toujours que nous allons y arriver. J'ai souri. Alors tu y arriveras probablement. Il a secoué la tête. Ce n'est pas exactement un conseil commercial solide. Non. J'ai pris une gorgée de café. Mais je te connais depuis 22 ans. Son sourire est revenu. Petit, fatigué, sincère. L'entreprise a survécu à ses premières années difficiles en grande partie parce que Louis a refusé d'abandonner. La même détermination obstinée qu'il avait portée à travers l'enfance le portait maintenant à travers l'entrepreneuriat. Puis tout a changé. Une entreprise de transport régional a accepté de tester leur logiciel. Les résultats ont dépassé les attentes. Les coûts ont chuté. L'efficacité s'est améliorée. La nouvelle s'est répandue. Plus de clients ont signé des contrats. Les revenus ont augmenté. Les investisseurs sont soudainement devenus intéressés. En 18 mois, la start-up est passée d'une entreprise en difficulté à l'une des entreprises de technologie logistique à la croissance la plus rapide de la région. La croissance semblait presque surréaliste. Nouveaux bureaux, nouveaux employés, nouvelles opportunités. Pour la première fois, Louis ne faisait pas que survivre. Il gagnait. Un samedi après-midi, il est venu me chercher sans explication. Où allons-nous, ai-je demandé. C'est une surprise. Je déteste les surprises. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Nous avons traversé la ville. Finalement, il s'est arrêté dans un quartier résidentiel tranquille rempli d'arbres matures et de maisons bien entretenues. J'ai regardé autour de moi, confuse. Puis Louis a garé la voiture. Nous sommes arrivés. Soupir, où? Il a pointé du doigt. J'ai suivi son doigt. La maison était magnifique. Rien d'extravagant, juste chaleureuse, confortable. Le genre de maison où les gens restent des décennies. J'ai froncé les sourcils. C'est la maison de qui? Il a souri. La tienne. Pendant plusieurs secondes, je n'ai vraiment pas pu comprendre les mots. Quoi? C'est la tienne, maman. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des documents. Des titres de propriété, des documents hypothécaires, des informations sur la propriété, tout. J'ai fixé les pages, puis lui, puis de nouveau les pages. Ma vision s'est brouillée. Tu m'as acheté une maison. Sa voix est devenue plus calme. Tu as passé toute ta vie à t'assurer que j'avais un foyer. Une larme a coulé sur ma joue. Louis, je voulais juste te rendre l'appareil. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Non pas à cause de la maison, mais à cause de ce qu'elle représentait. Sécurité, stabilité, paix. Les choses mêmes que j'avais passé 25 ans à essayer de créer pour lui. Maintenant, il me les rendait. Au cours des années suivantes, l'entreprise de Louis a continué de se développer. Plusieurs grandes sociétés d'investissement ont fourni un financement substantiel. L'entreprise a évolué d'une start-up de logiciels à une entreprise de solutions logistiques plus large. À 25 ans, Louis était devenu le fondateur et PDG de l'une des entreprises de technologie logistique à la croissance la plus rapide du sud-est de la France. L'entreprise n'était pas une société géante. Pas encore. Mais elle était très respectée, financièrement solide et de plus en plus influente.
Un domaine de croissance consistait à acquérir des entreprises de logistique en difficulté et à les intégrer dans leur réseau en expansion. C'était une stratégie commerciale intelligente. De nombreuses petites entreprises possédaient une infrastructure précieuse mais manquaient de technologie moderne. L'entreprise de Louis pouvait fournir à la fois des capitaux et une expertise opérationnelle. La stratégie a remarquablement bien fonctionné. En conséquence, son influence a grandi. Des publications industrielles ont publié des interviews avec lui. Des revues d'affaires ont souligné son succès. Les investisseurs ont loué son leadership. Pourtant, malgré tout, Louis est resté fondamentalement la même personne. Discipliné, terre à accent grave-terre, concentré. Il m'appelait toujours tous les dimanches. Me rendait toujours visite régulièrement, se souvenait toujours d'où il venait. Puis, un mardi après-midi ordinaire, mon téléphone a sonné. Je plantais des fleurs dans mon jardin. Le numéro était inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré. Pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer, j'ai répondu. Allô. Pendant un instant, il n'y a eu que le silence. Puis, une voix d'homme a parlé. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 25 ans. Claire. Tout mon corps s'est figé. Les gants de jardinage ont glissé de mes mains. Et soudain, le passé n'était plus à 25 ans. Il était juste devant moi. Mon Dieu, a dit la voix doucement. C'est vraiment toi. Pendant plusieurs secondes après avoir entendu sa voix, je n'ai pas pu parler. J'étais dans mon jardin, tenant un plateau de fleurs à moitié fini, tandis que 25 ans de souvenirs me submergeaient d'un coup. La chambre d'hôpital, les papiers du divorce, la chambre de bébé vide, les anniversaires qu'il avait manqués, les pièces de théâtre à l'école, les remises de diplômes, les années, tant d'années. Et maintenant, soudainement, Jean-Luc Dubois était au téléphone comme s'il n'était parti que pour un long week-end. Claire, a-t-il répété. J'ai enfin retrouvé ma voix. Que veux-tu ? La question est sortie plus froide que je ne l'avais voulu. Mais après tout, peut-être pas. 25 ans ont tendance à supprimer le besoin de politesse. Jean-Luc a expiré. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. C'est la seule chose exacte que tu aies dite jusqu'à présent. Le silence a suivi. Gênant. Lourd. Mérité. Finalement, il a reparlé. J'aimerais te voir. Non. La réponse est venue instantanément. Pas d'hésitation, pas d'incertitude, juste non. Claire, non. J'ai ramassé mes gants de jardinage. Tu as disparu pendant 25 ans. Je sais. Tu n'as jamais appelé. Je sais. Tu n'as jamais payé de pension alimentaire. Une autre pause. Je sais. Le fait qu'il l'ait admis m'a en quelque sorte rendu encore plus en colère. Il n'y avait pas de défense, pas d'excuse, pas de tentative de réécrire l'histoire, juste une reconnaissance de culpabilité. Et d'une certaine manière, ce n'était pas suffisant. Rien ne pourrait l'être. Je dois y aller, ai-je dit. Attends. Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pas de l'affection, pas de la nostalgie, du désespoir. Je veux rencontrer mon fils. Voilà. La vraie raison de l'appel. Pas moi, jamais moi. Louis, l'enfant qu'il avait abandonné, le fardeau, l'inconvénient, le bébé qu'il n'avait pas voulu. Maintenant, soudainement, il voulait une relation. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai posé la question qui comptait. Pourquoi ? Jean-Luc n'a pas répondu immédiatement, et cela m'a tout dit. Les gens avec des motifs honnêtes répondent rapidement aux questions simples. Les gens avec des motifs cachés ont besoin de temps. Trop de temps. Finalement, il a dit, parce que c'est mon fils. Non, ma voix s'est aiguisée. C'est mon fils. Tu as renoncé au droit de faire cette affirmation il y a longtemps. Le silence à l'autre bout s'est prolongé. Puis Jean-Luc a parlé doucement. Je le mérite. Peut-être qu'il le méritait, mais l'entendre le dire ne me faisait pas me sentir mieux. Rien dans cette conversation n'était satisfaisant. Après 25 ans, j'avais imaginé de nombreux scénarios, Jean-Luc s'excusant. Jean-Luc implorant le pardon. Jean-Luc exprimant des regrets.
Aucun d'eux ne m'avait préparé à l'épuisement émotionnel de son retour réel. Finalement, j'ai mis fin à l'appel. Pas avec colère, pas de manière dramatique, simplement parce que je n'avais plus rien à dire. Ce soir-là, Louis est venu dîner. Comme d'habitude, il est arrivé avec le dessert malgré des instructions répétées de ne pas le faire. « Tu es impossible », lui ai-je dit. On me l'a dit. Nous étions assis sur la terrasse arrière tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Pendant un moment, nous avons parlé de choses ordinaires, le travail, la météo, un match de football, la vie normale. Puis j'ai finalement dit, « Ton père a appelé aujourd'hui. » Le changement dans l'expression de Louis a été immédiat. Pas de choc, pas d'excitation, quelque chose de plus proche de la curiosité. Vraiment ? J'ai hoché la tête. Il veut te rencontrer. Louis s'est penché en arrière sur sa chaise. Pendant plusieurs instants, il n'a rien dit. Puis il a posé la même question que moi, pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'était pas entièrement vrai. J'avais des soupçons, de forts soupçons. Mais je n'avais pas de preuves. Et après tout ce que Jean-Luc nous avait déjà appris, je n'étais pas prête à spéculer. Louis a regardé au loin, pensif, calme, beaucoup plus calme que je ne l'aurais été à son âge. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'il a attendu 25 ans de trop. Un petit sourire est apparu. Juste. J'ai étudié le visage de mon fils. Tu n'es pas en colère. Il a réfléchi, puis a haussé les épaules. J'étais en colère quand j'avais 16 ans. Une autre pause. J'étais blessé quand j'avais 16 ans. Sa voix est restée stable. Mais j'ai 25 ans maintenant. J'ai réalisé qu'il avait raison. L'absence qu'il avait autrefois blessé ne le définissait plus. Jean-Luc était devenu un fait historique plutôt qu'une force émotionnelle. Comme une tempête passée il y a des années. Ses dégâts sont restés, mais sa puissance, non. Que veux-tu faire, ai-je demandé. Louis a réfléchi attentivement avant de répondre. Je vais le rencontrer. J'ai cligné des yeux. Tu vas le faire ? Il a hoché la tête. Pas parce qu'il le mérite. La distinction était importante. Beaucoup de questions n'ont jamais eu de réponse, maman. Il n'avait pas tort. Pendant 25 ans, il y avait eu une chaise vide dans notre histoire. Pas une chaise nécessaire, pas une chaise importante, mais une chaise vide, néanmoins. Peut-être Louis méritait-il la chance de regarder directement l'homme qui était parti. Une semaine plus tard, Jean-Luc est arrivé à Marseille. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point il avait vieilli. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est à quel point il avait l'air fatigué. La vie n'avait pas été particulièrement clémente avec lui. La confiance dont je me souvenais avait disparu. L'arrogance avait disparu. Même sa posture semblait différente. Légèrement courbée par le temps et la déception. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille. Un terrain neutre. Un terrain sûr. Jean-Luc s'est levé alors que Louis s'approchait de la table. Pendant un instant, aucun des deux hommes n'a parlé. La ressemblance était impossible à ignorer. Même taille, mêmes yeux, même mâchoire. 25 ans plus tôt, Jean-Luc avait refusé de se voir en son fils. Maintenant, il n'avait pas le choix. Mon Dieu, a chuchoté Jean-Luc. Louis a tendu la main. Enchanté de vous rencontrer. La formalité a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Jean-Luc lui a serré la main lentement. Tu es devenu un homme remarquable. Louis s'est assis. C'est ce qui arrive en 25 ans. La déclaration n'était pas hostile, ce qui la rendait en quelque sorte plus puissante. La conversation qui a suivi est restée polie, douloureusement polie. Jean-Luc a posé des questions sur l'université, sur le travail, sur la vie. Louis a répondu brièvement, respectueusement, sans offrir quoi que ce soit de plus profond. C'était l'équivalent conversationnel d'une porte verrouillée. Puis, finalement, la vérité a commencé à émerger. Pas tout d'un coup, de petits morceaux, des fragments, assez pour que je puisse voir l'image plus grande. La vie de Jean-Luc à l'étranger ne s'était pas déroulée comme il l'avait imaginé. Sa relation avec Sylvie avait pris fin des années plus tôt. Plusieurs entreprises avaient échoué. De mauvais investissements avaient épuisé une grande partie de ses économies. Plus récemment,
il était revenu en France pour diriger une petite entreprise de logistique héritée d'un arrangement commercial compliqué. Malheureusement, l'entreprise était en grande difficulté. Les revenus diminuaient. La dette augmentait. La concurrence les submergeait. Plus Jean-Luc expliquait, plus tout devenait clair. Ce n'était pas seulement une réunion. C'était une crise. Et les personnes désespérées redécouvrent souvent la famille. Après la fin de la réunion, Louis et moi avons marché ensemble jusqu'au parking. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous atteignions nos voitures. Puis Louis s'est arrêté. Tu avais raison. À propos de quoi? Il n'est pas revenu parce que je lui manquais. La tristesse dans sa voix m'a surprise. Non pas parce qu'il voulait toujours un père. Mais parce que la confirmation fait mal même quand on connaît déjà la réponse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Louis a regardé vers le restaurant. Chaque fois qu'il parlait de sa vie, la conversation revenait finalement à son entreprise. J'ai réfléchi à cela, puis j'ai hoché la tête. J'ai remarqué. Moi aussi. Nous sommes restés là en silence. Puis Louis a soupiré. Il a peur. Il devrait l'être. Un léger sourire est apparu. Peut-être. Le lundi suivant, Louis a assisté à une réunion trimestrielle de direction au siège de l'entreprise. Comme la plupart de ces réunions, elle portait sur les opportunités d'acquisition. Plusieurs entreprises de logistique en difficulté les avaient approchées, cherchant des partenariats, des investissements ou des rachats. Une entreprise en particulier avait récemment été ajoutée à l'ordre du jour, Solutions de fret du Sud-Est. Dès que Louis a vu le nom, il s'est figé. Parce que c'était l'entreprise de Jean-Luc, la même entreprise dont Jean-Luc avait passé la majeure partie du dîner à discuter. La même entreprise actuellement noyée sous les dettes. La même entreprise cherchant désespérément un sauvetage. Selon le rapport, la faillite devenait de plus en plus probable. Sans investissement extérieur, l'entreprise ne survivrait probablement pas plus de 6 mois. Plus tard ce soir-là, Louis m'a appelé. J'ai appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Son ton a immédiatement attiré mon attention. Que s'est-il passé? Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Maman, mon entreprise examine une proposition d'acquisition. » D'accord, c'est son entreprise. J'ai arrêté de respirer un instant. Quoi? L'entreprise de mon père? Les mots sont restés en suspens entre nous. Lourd, compliqué, inévitable, et soudainement, 25 ans après avoir abandonné son fils, Jean-Luc Dubois n'avait aucune idée que la personne même capable de sauver son avenir était l'enfant qu'il avait un jour appelé un fardeau. Pendant les jours suivants, ni Louis ni moi n'avons beaucoup parlé de Jean-Luc. Non pas parce que la situation n'était pas importante, mais parce qu'elle était peut-être trop importante. Certains sujets portent un tel poids émotionnel que les discuter immédiatement ne fait que créer de la confusion. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour réfléchir avant de parler. C'était l'une de ces fois. Pendant ce temps, les affaires continuaient d'avancer. Chez l'entreprise de Louis, les évaluations d'acquisition suivaient un processus structuré. Les analystes financiers examinaient les dossiers. Les avocats étudiaient les responsabilités. Les équipes opérationnelles évaluaient l'infrastructure et le potentiel de la main-d'œuvre. Aucune entreprise ne recevait de traitement spécial, pas même celle de Jean-Luc. Surtout pas celle de Jean-Luc. Un jeudi soir, Louis est passé chez moi après le travail. Il avait l'air pensif, pas en colère, pas en conflit, juste pensif. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière tandis que l'air estival s'installait autour de nous. Pendant un moment, nous avons regardé les lucioles scintiller dans le jardin. Puis j'ai posé la question qui me trottait dans la tête toute la semaine, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Louis s'est penché en arrière sur sa chaise. Honnêtement, je ne sais pas encore. Cette réponse m'a surprise. Normalement, il était décisif. Très décisif. Mais ce n'était pas seulement une décision commerciale. C'était personnel. Profondément personnel. Je suppose que ton conseil d'administration est au courant du lien. Il a hoché la tête. Le service juridique l'est. Et ils ont immédiatement mis en place des mesures de protection. Cela avait du sens. Toute entreprise compétente le ferait. As-tu le droit de participer? Oui. Il a marqué une pause.
Mais tout doit être documenté. J'ai hoché la tête lentement. C'était rassurant car quoi qu'il arrive, je ne voulais jamais que quelqu'un dise que Louis avait abusé de sa position. Il avait trop travaillé pour cela. Finalement, Louis a soupiré. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? J'ai passé des années à imaginer ce que je dirais si je le rencontrais un jour. J'ai attendu, mais maintenant qu'il est réellement là, je n'ai pas grand-chose à dire. La déclaration semblait profondément triste. Non pas parce que Louis manquait de colère, mais parce qu'il l'avait dépassé. L'homme qu'il avait abandonné n'occupait plus assez de place dans son cœur pour inspirer la haine. Il y avait de la déception. Il y avait de la blessure. Il y avait de l'histoire. Mais la haine exige un investissement émotionnel. Et Jean-Luc avait perdu le droit à cela il y a longtemps. Quelques jours plus tard, Louis a reçu le rapport d'acquisition finale. La conclusion était simple. Solutions de fret du Sud-Est possédait des contrats régionaux précieux, des employés expérimentés et une infrastructure utile. Cependant, de mauvaises décisions de leadership avaient poussé l'entreprise dangereusement près de l'effondrement. Si elle était acquise et gérée correctement, elle pourrait redevenir rentable. Si elle était laissée à elle-même, la faillite semblait probable. La recommandation favorisait l'acquisition, non pas à cause de Jean-Luc, mais à cause de l'entreprise elle-même. Plusieurs centaines d'employés en dépendaient. Des familles en dépendaient. Des communautés en dépendaient. Les chiffres étaient clairs. L'opportunité avait du sens. Une réunion formelle a été prévue pour la semaine suivante. Jean-Luc présenterait directement à l'équipe de direction de Louis. Ce que Jean-Luc ne savait pas, c'est que Louis y assisterait personnellement. Le matin de la réunion est arrivé, gris et couvert. J'ai passé toute la journée distraite, incapable de me concentrer, incapable de me détendre. À l'heure du déjeuner, j'avais réorganisé mes placards de cuisine 2 fois. À 15 heures, j'ai renoncé à faire semblant d'être productive et j'ai simplement attendu. Vers 16h30, mon téléphone a sonné. C'était Louis. J'ai répondu immédiatement. Comment ça s'est passé? Il y a eu un bref silence. Puis il a dit, tu ne le croirais pas. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre pause. Et puis Louis a ri. Pas cruellement, pas amèrement, juste avec une incrédulité sincère. Maman, quoi? Il n'avait aucune idée. Je me suis assise. Raconte-moi tout. La salle de conférence occupait le dernier étage du siège de l'entreprise. Des murs de verre, une longue table polie, la ligne d'horizon de la ville visible à travers les fenêtres, professionnelle, impressionnante, exactement le genre d'environnement que Jean-Luc espérait probablement sauverait son entreprise. Selon Louis, Jean-Luc est arrivé tôt, nerveux, mais optimiste. Son entreprise avait désespérément besoin d'aide, et cette acquisition représentait sa meilleure chance. Plusieurs cadres sont entrés en premier, puis les conseillers juridiques, puis le personnel financier, enfin Louis. Au moment où il a franchi la porte, la pièce est devenue complètement silencieuse. Jean-Luc s'est figé. Littéralement figé. Pendant une seconde, il a semblé incapable de traiter ce qu'il voyait. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage a perdu sa couleur, et le discours soigneusement préparé devant lui est devenu complètement hors de propos. Louis, le mot a à peine émergé. Louis a hoché la tête poliment. Bonjour. Jean-Luc a regardé autour de la pièce, puis de nouveau Louis, puis de nouveau autour de la pièce, comme si la réalité elle-même avait soudainement changé. Tu es le PDG. Oui. Plusieurs secondes se sont écoulées. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. La signification du moment a rempli la pièce. 25 ans plus tôt, Jean-Luc avait regardé un nouveau-né et y avait vu un fardeau. Maintenant, il fixait le même enfant assis à la tête d'une table de salle de conférence. L'enfant qu'il avait abandonné, l'enfant qu'il avait ignoré, l'enfant qu'il n'avait jamais soutenu, et cet enfant possédait maintenant plus d'influence sur l'avenir de Jean-Luc que quiconque sur Terre. Finalement, Jean-Luc s'est laissé tomber sur sa chaise lentement, presque mécaniquement. Selon Louis, ses mains tremblaient. La réunion a commencé, professionnelle, structurée, objective, exactement comme l'exigeait la politique de l'entreprise. Jean-Luc a présenté des projections financières, des plans de redressement, des opportunités de croissance,
des synergies potentielles. Il a fait de son mieux. À son crédit, il a vraiment essayé, mais la réalité émotionnelle de la situation planait sur tout. Chaque phrase, chaque diapositive, chaque chiffre. Finalement, la présentation formelle s'est terminée. Des questions ont suivi. La plupart provenaient de cadres financiers, de spécialistes des opérations, d'avocats. Puis Louis a parlé pour la première fois de la matinée. La pièce est devenue silencieuse, non pas parce qu'il était le PDG, mais parce que tout le monde comprenait l'histoire. Louis, a dit Jean-Luc avec précaution. Oui, Jean-Luc a dégluti, puis a posé la question qui, apparemment, le consumait. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Louis a réfléchi, puis a répondu honnêtement. Tu n'as jamais demandé. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu car il n'y avait rien à ajouter. La déclaration a atterri avec une simplicité dévastatrice. Tu n'as jamais demandé. Ni quand Louis avait 1 an. Ni quand il avait 5 ans. Ni quand il avait 10 ans. Ni quand il a obtenu son diplôme. Ni quand il est allé à l'université. Ni pendant 25 ans de silence. Jean-Luc a baissé les yeux sur la table. Pour la première fois, il ne restait plus de défense, plus d'explication, plus de justification, juste des conséquences. Puis Louis a fait quelque chose d'inattendu. Il a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de registres publics, de jugements de pensions alimentaires, de documents judiciaires, de dépôts historiques. Rien de confidentiel, rien de dramatique, simplement des faits. Il les a glissés sur la table. Jean-Luc les a fixés. Son expression a immédiatement changé car les papiers représentaient quelque chose d'impossible à contester. Des preuves, des dates, des chiffres, des années, toute une vie documentée sur papier. Tu n'en as jamais payé un seul, a dit Louis doucement. Les yeux de Jean-Luc se sont remplis de honte. Je sais. Tu n'as jamais appelé. Je sais. Tu n'as jamais écrit. Je sais. La répétition a continué, chaque réponse plus petite que la précédente. Chaque reconnaissance portant le poids d'un quart de siècle. Finalement, Jean-Luc a levé les yeux. Sa voix s'est légèrement brisée. Louis, je suis désolé. Personne dans la pièce n'a bougé. Les excuses n'étaient pas dramatiques. Elles n'étaient pas cinématographiques. C'était simplement un homme brisé confrontant la vérité et, pour peut-être la première fois de sa vie, acceptant la responsabilité. Je sais que ça ne répare rien, a continué Jean-Luc. Ça ne répare rien. Je sais. Le silence a suivi. Long, inconfortable, nécessaire. Puis Jean-Luc a posé la question que tout le monde attendait. La question qui comptait finalement. Que se passe-t-il maintenant? La pièce a attendu. Les cadres ont attendu. Jean-Luc a attendu parce que la réponse appartenait à Louis. Et après 25 ans, le fils que Jean-Luc avait abandonné était enfin celui qui détenait tout le pouvoir. Quand Louis m'a raconté ce moment plus tard, il a dit que la pièce était étrangement silencieuse, pas le silence ordinaire d'une réunion d'affaires. Quelque chose de plus profond. Le genre de silence qui se produit lorsque tout le monde réalise qu'ils assistent à plus qu'une décision d'entreprise. Il regardait 25 ans de conséquences arriver d'un coup. Jean-Luc était assis à l'extrémité de la table de conférence. Les documents d'acquisition restaient étalés devant lui. Les dossiers de pension alimentaire étaient à côté. Passé et présent, échec et opportunité. Le tout à portée de main. Et pour peut-être la première fois de sa vie, il n'avait plus nulle part où se cacher. Que se passe-t-il maintenant? Avait demandé Jean-Luc. Louis a regardé autour de la pièce avant de répondre. Non pas parce qu'il avait besoin de temps, mais parce qu'il voulait que toutes les personnes présentes comprennent que ses prochains mots étaient prononcés en tant que PDG, et non en tant que fils abandonné. Finalement, il a dit, nous continuons à évaluer l'acquisition en fonction de ce qui est le mieux pour l'entreprise. Plusieurs cadres ont hoché la tête. La réponse était professionnelle, attendue, correcte. Mais Jean-Luc avait l'air dévasté. Non pas à cause des implications commerciales, mais parce qu'il a soudainement compris quelque chose. Louis ne cherchait pas la vengeance. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal. La réunion s'est terminée peu après. L'équipe de direction est restée pour discuter de la recommandation finale.
Jean-Luc a quitté le bâtiment seul. Pas de confrontation dramatique, pas de cris, pas d'humiliation, juste un homme marchant sous une après-midi pluvieuse portant tout le poids de ses propres décisions. 3 jours plus tard, Louis m'a appelé. C'est fait. J'ai immédiatement su ce qu'il voulait dire. Quelle a été la décision? Nous avons approuvé l'acquisition. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Oui. Pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. Après tout ce que Jean-Luc avait fait, une partie de moi s'attendait à ce que Louis s'éloigne. Non par cruauté, mais par autoprotection. Au lieu de cela, il avait choisi une voie différente. Pourquoi, ai-je finalement demandé. La réponse de Louis est venue immédiatement. Parce que 300 employés ne devraient pas perdre leur emploi à cause des erreurs d'un homme. J'ai fermé les yeux. Cela lui ressemblait exactement. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il comprenait la différence entre la justice et les dommages collatéraux. De nombreuses histoires de vengeance se terminent par la destruction. La vraie vie est plus compliquée. Les chauffeurs de camions travaillant pour l'entreprise de Jean-Luc n'étaient pas responsables de ce qu'il avait fait. Ni les répartiteurs, les mécaniciens, le personnel de bureau, les magasiniers. Ils avaient des familles, des hypothèques, des enfants. Louis n'était pas prêt à punir des innocents simplement pour satisfaire une vieille douleur. L'acquisition a progressé au cours des mois suivants. Les opérations ont été restructurées. Les systèmes technologiques ont été mis à niveau. Les inefficacités ont été éliminées. Progressivement, l'entreprise s'est stabilisée. Puis elle est devenue rentable. Exactement comme les analystes de Louis l'avaient prédit. Jean-Luc est resté au sein de l'organisation pendant la transition, mais pas en tant que propriétaire, pas en tant que chef de la direction, pas en tant que décideur. Il est devenu responsable des opérations régionales, relevant de plusieurs niveaux de direction, y compris des personnes assez jeunes pour être ses enfants. La vie a un sens de l'ironie remarquable. Plusieurs semaines après la clôture de l'acquisition, Louis m'a demandé si je voulais dîner avec lui. Quand je suis arrivé au restaurant, j'ai découvert que nous n'étions pas seuls. Jean-Luc était là. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de partir. Puis j'ai regardé Louis. Il n'était pas anxieux. Il n'était pas contrarié. Il semblait simplement prêt. Alors, je suis resté. Le dîner a commencé maladroitement. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. 25 ans d'histoire ne disparaissent pas parce que les gens partagent des apéritifs. Pourtant, tout le monde a fait un effort. La conversation est restée polie, mesurée, prudente. Finalement, Louis s'est excusé pour prendre un appel téléphonique. Cela nous a laissé Jean-Luc et moi assis l'un en face de l'autre, seuls. Pour la première fois depuis des décennies, Jean-Luc a baissé les yeux sur sa tasse de café. Puis il a parlé. Je vous dois des excuses. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà entendu des excuses, pas de lui, d'autres. Et j'avais appris que les mots importent moins que les actions. J'ai été égoïste, a-t-il continué. C'est vrai. Je pensais que je courais après la liberté. Son rire n'avait aucune trace d'humour. Je fuyais en réalité la responsabilité. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis Jean-Luc a levé les yeux. Ses yeux semblaient plus vieux que dans mes souvenirs. Pas physiquement, émotionnellement. Le regret vieillit les gens. J'ai tout manqué. La déclaration était simple mais dévastatrice. J'ai manqué ses premiers pas. Je n'ai rien dit. J'ai manqué les anniversaires. Silence. J'ai manqué la remise des diplômes. Plus de silence. Finalement, il a secoué la tête. Et maintenant, je passerai le reste de ma vie à savoir que je ne pourrai jamais rien récupérer de tout cela. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment cru qu'il comprenait. Non pas parce qu'il se plaignait, mais parce qu'il comprenait enfin le coup. La plus grande punition n'était pas de perdre de l'argent, ou de perdre son statut, ou de perdre son entreprise. C'était de réaliser qu'il avait volontairement abandonné la relation la plus importante de sa vie. Aucun tribunal n'aurait pu imposer une peine plus sévère. Quelques minutes plus tard, Louis est revenu. La conversation a changé. La soirée a continué et finalement le dîner s'est terminé. Dehors, sous la douce lueur des lumières du parking, Jean-Luc s'est tourné vers moi,
vers nous deux. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Ni Louis ni moi n'avons interrompu. Mais je le demande quand même. La demande est restée en suspens dans l'air, lourde, honnête, inconfortable, réelle. J'ai regardé mon fils, puis de nouveau Jean-Luc. 25 ans plus tôt, je l'avais haï. Longtemps après, je lui en avais voulu. Puis finalement, j'ai complètement cessé de penser à lui. Quelque part en cours de route, la colère était devenue inutile. La vie avait avancé. La guérison s'était produite. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Finalement, j'ai répondu, je te pardonne. Jean-Luc a fermé les yeux. Le soulagement a inondé son visage. Puis j'ai ajouté, mais le pardon n'efface pas les conséquences. Il a hoché la tête immédiatement. Je sais. Et pour une fois, je l'ai cru. Les mois qui ont suivi n'ont pas été magiques. Il n'y a pas eu de retrouvailles familiales instantanées, pas de réconciliation parfaite. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Jean-Luc et Louis se sont rencontrés occasionnellement, parfois pour le déjeuner, parfois pour un café. Lentement, prudemment, ils ont construit quelque chose qui ressemblait à une relation, pas un lien père-fils restauré. Ce chapitre était parti pour toujours. Quelque chose de nouveau, quelque chose de plus petit, quelque chose d'honnête. Et peut-être que c'était suffisant. Un dimanche après-midi, presque un an plus tard, Louis et moi étions assis sur ma véranda arrière, regardant une tempête d'été rouler à l'horizon. La même véranda où nous avions partagé d'innombrables conversations au fil des ans. Je l'ai regardé. Tu sais, ai-je dit, beaucoup de gens auraient géré les choses différemment. Il a souri. Je sais. Tu aurais pu le détruire. J'aurais pu. La réponse est venue sans hésitation. Parce que c'était vrai. Il aurait absolument pu le faire. Au lieu de cela, il a regardé les lointains nuages de pluie se rassembler au-delà des arbres. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, si je l'avais détruit, je le porterais encore en moi. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Louis s'est penché en arrière sur sa chaise. Pendant 25 ans, il a laissé ses choix définir sa vie. Il a marqué une pause. Je ne vais pas laisser ces mêmes choix définir la mienne. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai souri. Parce qu'à cet instant, j'ai réalisé quelque chose. La plus grande erreur de Jean-Luc n'était pas d'avoir abandonné son fils. Sa plus grande erreur était de ne pas avoir vu qui son fils deviendrait. Pas un PDG, pas un homme d'affaires prospère, pas un leader respecté, un homme bon. Et c'est une perte qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais remplacer. Parfois, le karma arrive avec le tonnerre. Parfois, il arrive tranquillement. Parfois, cela prend 25 ans, mais finalement chaque choix demande des comptes. Jean-Luc l'a appris à ses dépens. Et Louis a prouvé quelque chose d'encore plus important. Le succès ne se mesure pas à la façon dont vous battez complètement les personnes qui vous ont blessé. Il se mesure à savoir si vous devenez le genre de personne qu'ils n'ont jamais cru que vous pouviez être. C'était la vraie victoire et c'était la vengeance qui comptait.